N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. On dit Actu, vous y êtes et nous y sommes. Notre invité de ce matin, il nous vient du parti Union des Forces de Changement, le DETIA. Et donc, celui que nous recevons, c'est le conseiller spécial du président national, M. Gilchrist Olympio. Il s'agit donc de Dr Foley Gada Ekwe. Dr Foley Gada Ekwe, bonjour. Bonjour, cher Joachim. Bonjour à tous les auditeurs qui font l'honneur de nous suivre. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation ce matin pour venir éclairer les Togolais par rapport à la situation, surtout sociopolitique, parce que je rappelle, vous êtes politiste et historien et vous êtes à la fois enseignant dans les deux universités publiques de notre pays, le Togo. Alors, ma toute première question, comment se porte votre président, M. Gilchrist Olympio? Monsieur Gilchrist, je crois que cette question n'est pas anodine, puisque il y a eu ces articles. Monsieur Gilchrist Olympio, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. De voir l'article publié par l'Alternative où on parle d'une évacuation d'urgence, une évacuation sanitaire, mais c'est catastrophique notre pays. Peut-être que des gens qui ne sont pas du domaine croient qu'ils peuvent employer les termes, le mot évacuation. Demandez à tout médecin ou à tous ceux qui sont dans le domaine de la santé vous diront ce que ça veut dire. Non, mais il ne faut pas que les gens... Alors, M. Gilchrist Olympio, que nous écoutons tout le temps, qui nous appelle tout le temps. Il n'y a pas un seul jour, on ne cause pas avec lui au téléphone. Il est à Paris, il se porte très bien. D'ailleurs, il revient bientôt. C'est un monsieur que vous connaissez, un grand homme d'État, qui, à son âge, ne se plaît plus à vouloir parler, à se défendre ou à dire. Non, il ne va pas venir dire « je me porte bien ». Mais non, et nous qui parlons avec lui, nous le voyons tout le temps, nous disons que M. Gilchrist Olympio se porte très bien. Vous le dites, M. Gilchrist Olympio se porte très bien. Vous êtes son conseiller spécial. Mais il est parti à Paris depuis quand et dans quelles conditions? Non, il est dans la 3e semaine qu'il est parti à Paris. Je rappelle, parce que si on veut peut-être pas perdre du temps et aller directement, on va pas ergoter autour du pot. Monsieur Gilchrist est parti avec l'un de ses conseillers spéciaux, un autre conseiller spécial, à Paris pour voir sa famille. Et il profite de N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Non, pas du tout. Monsieur Omao est sur place, il est à la CENI, donc il est à l'intérieur du pays. Non, là c'est Jean-Claude Omao, mais Jean-Luc, non. Monsieur Jean-Luc Omao n'est pas conseiller spécial du président national. Et donc, il a profité de sa présence pour faire des examens qu'il a toujours procrastiné. Vous savez qu'il fait un check chaque 3 mois. Il fait un check automatique chaque 3 mois. Il est une personne âgée. Justement, moi qui suis là, qui suis très jeune à côté de vous, à chaque 10 mois, je vais faire mon check. Quel que soit le lieu où je me trouve, je suis en Italie, je retourne, je fais mon check. Et donc, vous imaginez, on dit que M. Gilchrist Olympio va en France, à son domicile parisien, il est consulté par ses médecins, c'est une chose très ordinaire. Je suis très étonné, c'est très ordinaire. Oui, mais quand même, sa rencontre avec les barons du régime, disons du pouvoir, de Lomé, cela l'aurait mis dans un autre état, oui ou non? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la première fois que M. Gilchrist Olympio rencontre le chef de l'État. Au lieu que les gens disent les barons, il y a quelle personnalité au Togo
qui, en tête-à-tête avec Gilchrist Olympio, lui ferait perdre ses sens. Dites-moi, c'est qui? Un général? Un ministre? Mais non. Monsieur Gilchrist Olympio a rencontré... Donc ça dépendra peut-être des propos tenus. Mais non, je vous explique. Oui, allez-y. Il a rencontré effectivement le chef de l'État. Mais le chef de l'État et monsieur Gilchrist Olympio se rencontrent périodiquement ou au besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Ce n'est pas un secret, parce que depuis que le cheminement pour l'accord a commencé, et même après l'accord, il y a toujours eu des rencontres, des conciliabules entre l'état-major de l'UFC et un certain état-major de UNIR. Donc, avant RPT, aujourd'hui UNIR. Ce n'est pas un secret. Tous ceux qui sont venus au créneau, l'alternative, tous les autres qui disent, qui semblent étonnés parce que M. Olympio rencontre le chef de l'État, mais nous, ça nous fait rire. Parce que tous ces gens, si je prends les cadres, tous les cadres de l'ANC, par exemple, ils ont tous participé à presque toutes les réunions qui ont eu lieu avant la signature de l'accord. Du 26 mai 2010. Bien sûr, ils ont tous participé aux réunions et je vais vous dire un truc, peut-être que le public ne sait pas. Monsieur Olympio n'a pas participé à toutes les réunions qui ont précédé l'accord. Ce sont ces lieutenants qui y vont. Ils vont souvent, ils parlent avec ceux du RPT et ils reviennent lui faire les rapports. Ce n'est pas lui personnellement qui y va. Et ils savent que monsieur Gilchrist Olympio rencontre le chef de l'État, que lorsqu'il y a des questions qui dépassent la compétence des différents lieutenants. Et donc, il a rencontré effectivement monsieur Faure, je dis monsieur Faure, son Excellence le Président Faure Gnassingbé. Et sur des questions... Récemment. Il y a quelques jours. Non, il y a quelques semaines. Pour des questions qui sont relatives à l'accord que nous avons, c'est-à-dire c'est un accord... RPT-UFC. Bien sûr, c'est un accord qui court encore, qui court toujours. C'est pas l'accord n'a pas été dénoncé. Il y a toujours un accord politique entre UNIR, donc RPT-UNIR, et l'UFC. Donc de temps en temps... Mais dès lors que le RPT n'existe plus, est-ce que l'accord n'est pas caduque? Non, il y a une continuité juridique entre le RPT et UNIR, du moment où ça a été en fait une évolution. Oui. Donc aujourd'hui, nous disons RPT-UNIR. On peut dire tout simplement UNIR. Tout le monde sait que le UNIR, les cadres d'UNIR, la structure des ressources humaines, les méthodes, les manières de faire. Il y a eu un révisionnisme, c'est vrai, mais personne ne peut nier qu'il y a une continuité dans le temps. Et donc, après, c'est UNIR et l'UFC de temps en temps, au besoin, il y a des dialogues, des discussions. Et les gens peut-être croient, ceux qui veulent faire passer l'UFC comme UNIR bis, c'est eux qui s'étonnent de se rendre compte qu'il peut y avoir des discussions houleuses. Maintenant, il y a des discussions houleuses, il y a des points de vue qui ne sont pas partagés. Maintenant, la question de savoir, aujourd'hui, votre parti, l'UFC, le DETIA, est-ce que le DETIA est un parti de l'opposition ou bien un allié, un parti affilié à UNIR? Ok, à vous-même qui posez cette question. Cela vous sonne bien dans l'oreille de dire que l'UFC est UNIR? Je ne dis pas l'UFC est UNIR. L'UFC n'est pas un parti d'opposition. Mais alors, le terme affilié, c'est ce que je dis tout le temps. Les termes ont des sens. Bien. Le terme affilié n'a rien à voir avec une relation qui provient d'un accord politique. L'affiliation, c'est autre chose. L'affiliation, c'est autre chose. Il n'y a pas d'affiliation entre l'UNIR et l'UFC. Jamais. Oui, quand on est affilié à quelque chose, ça suppose que vous êtes contraint de pouvoir faire et exécuter ce que votre mentor vous demande de faire. Justement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'affiliation. Il y a un accord politique. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Absolument. Je le dis, je le répète, absolument. Il y a un accord politique entre deux sujets distincts, politiquement distincts, qui ont décidé de faire la paix au Togo. Et d'amorcer une nouvelle phase de la vie politique pour qu'il y ait apaisement et éventuellement une alternance dans la paix au Togo. Une alternance pacifique. Bien sûr, parce que tous les chroniqueurs, les observateurs internationaux, de l'Asie jusqu'en Amérique, sur le cas du Togo, ont toujours dit, si ce pays ne passe pas par une alternance pacifique, ce sera le chaos, vu l'histoire politique du Togo. Donc l'option de l'alternance pacifique a été prise après plusieurs années de lutte et de réflexion.
Ce n'est pas quelque chose qui est tombé sur la tête du président national. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a eu moult réunions, moult discussions avant que l'accord n'ait lieu le 26 mai. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à me convaincre. Est-ce que l'UFC est encore parti purement de l'opposition? L'UFC, je ne suis pas obligé de vous convaincre. Oui, en fait, c'est vrai. Oui. Voilà. L'UFC est un parti d'opposition. Mais une opposition dont la norme n'est plus la même que l'opposition d'avant-hier. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous disons, écoutez, nous disons ceci. Dans tous les pays du monde où il y a la démocratie, il y a un pouvoir et une opposition qui ne sont pas des ennemis. L'opposition ruse et fait tout ce qu'elle peut pour passer au pouvoir. Le parti au pouvoir fait tout ce qu'il peut pour conserver le pouvoir, mais dans des règles républicaines, dans les limites imposées par des règles. C'est cela la démocratie ordinaire. Or, chez nous, pendant des années, des décennies, ce n'était pas cela. Même après les années 90, où on a eu les tests, la norme démocratique, il y a quelque chose en bas. Il y a de l'inimitié, de la haine. C'est comme si c'était des ennemis qui font de la politique. Et c'est dangereux. C'est à cette situation que l'UFC, grand parti d'opposition, a voulu mettre un terme, que ça s'arrête. Et que maintenant, nous puissions compétir pour la magistrature suprême, pas comme des ennemis, mais comme des adversaires politiques, vice-versa. Et ça nécessite un dialogue permanent avec le parti au pouvoir. L'UFC n'est pas... Mais aujourd'hui, si vous parlez il y avait eu des inimitiés, de la haine, de la mésentente, etc., etc., quel était le grand parti de l'opposition qui avait, je ne dirais pas formaté les esprits, mais semé cela dans la tête? Je vous réponds directement que c'est l'UFC. L'UFC a beaucoup travaillé sur cette veine tapageuse, cette veine belligérante dans le politique au Togo, c'est vrai. Mais l'UFC, la même UFC que les peuples ont suivi, dans l'espoir que l'UFC renverse le RPT, cette même UFC, à un moment donné, ayant fait le bilan, s'est dit, non, écoutez, cette méthode ne nous amènera nulle part. On peut faire l'opposition et prendre le pouvoir d'une autre façon. Mais et pourquoi cette même population l'a décrié? Voilà. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons à cela. J'ai entendu les gens dire que l'UFC n'a pas fait de communication lorsque l'accord était en train d'être en instance d'être signé. Ce qui n'est pas vrai. Parce que j'ai souvenance d'une fois où le président national a quitté Accra, il est venu ici à Lomé, avant la signature de l'accord, pour expliquer aux fédérations ce qui se passe. Avant cela, je vous ai bien dit tout de suite que l'état-major de l'UFC, dont les Fabre, les Patrick Lawson, les Ameganvi, tous ces gens que vous connaissez qui sont aujourd'hui à l'ANC, ont participé de bout en comble à toutes les négociations. Ils avaient eux-mêmes, d'ailleurs, pendant longtemps, dit au président, signons cet accord, allons-y, et laissez-moi terminer, allons-y, signons l'accord. Donc, ils avaient assumé la posture d'un accord politique avec le RPT, que les gens ne viennent pas tromper le peuple. Et c'est après, en 2010, qu'ils ont jugé bon de faire la scission. Et le jour viendra où nous expliquerons pourquoi ils ont fait cette scission et quels sont les dessous de cette affaire. Parce que l'UFC n'a pas réagi. La deuxième raison à cela, donc la première raison, c'est que il y a eu la communication. Il n'y a pas eu manque de communication. La deuxième raison, c'est qu'après la scission, les populations n'ont pas compris, n'ont pas suivi, parce que la communication massive qui devait suivre la signature de l'accord n'a pas eu lieu pour la simple raison qu'il y a eu la scission. Les lieutenants, les anciens lieutenants de Gilchrist sont partis créer l'ANC et ils n'avaient aucun intérêt. Pourquoi ils ont choisi aller créer une autre formation politique? À peine dit. Mais je m'en tiens à vos propos puisque vous avez dit c'est eux qui ont participé aux négociations de bout en bout. Bien sûr. Mais comment comprendre le fait qu'à la signature maintenant, il se dissocie de la démarche? Je vous ai à peine dit que le temps vient où nous répondrons à cette question, pas de façon superficielle, mais attention, approfondie, avec tous les éléments de preuve. Parce que nous devons la vérité au peuple togolais. Oui, bien évidemment. Et vous êtes historien et vous nous devez de donner la vraie version. Tous les recoupements possibles. Et nous viendrons et nous vous expliquerons si ceux de l'ANC qui continuent de jouir de la communication qu'ils font contre l'UFC, en faisant passer l'UFC pour un parti uni, affilié à uni, parce qu'ils gagnent en termes d'électorat, parce qu'ils ont intérêt à nous faire passer ainsi, pour que les gens leur donnent les votes. Ils peuvent faire ça. Ils ont combien de députés au Parlement? Ils ont changé ce pays, Dieu seul sait.
Mais le fait de mentir tout le temps pour avoir les votes, moi je dis ici que c'est vain et que l'histoire vous rattrapera toujours. Maintenant, je reviens à votre question. Les populations n'ont pas suivi pourquoi? Parce que ceux qui ont travaillé pour cet accord du côté de l'UFC se retrouvent après le 26 mai 2010 à créer l'ANC et à vilipender le même accord. Donc ils n'avaient aucun intérêt à expliquer aux gens pourquoi eux-mêmes, ils avaient quelques mois là joué pour que l'accord soit signé. Et du côté de l'UFC, c'était ceux qui ont travaillé pour l'accord qui sont partis. Voilà. Qui voulez-vous, en ce moment-là, qu'ils aillent sur les médias pour expliquer l'accord? C'est la situation qui a fait que l'UFC n'a pas pu communiquer. Donc vous étiez dans une difficulté de communiquer autour de l'accord à l'époque. Et nous avons laissé autant le travail que souvent le temps fait. Voilà. Alors, docteur Foli Gada Ekwe, nous étions là, vous, tous les Togolais, et puis en 2017, une crise a éclaté. D'aucuns disent une crise a rebondi, ou disons la crise a rebondi. Et cette crise s'est exacerbée avec pas beaucoup de choses, beaucoup d'événements que nous n'allons pas étaler ici. Mais le gouvernement a fait appel à la CEDEAO pour venir aider les Togolais. Maintenant, la CEDEAO est venue effectivement à la rescousse du Togo, de votre pays, de mon pays. Mais une proposition de feuille de route a été faite. Pourquoi aujourd'hui l'Union des forces de changement bloque la CEDEAO de résoudre la crise togolaise? Alors, je rectifie, l'UFC ne bloque pas. Est-ce que l'UFC peut bloquer la CEDEAO? L'UFC ne bloque pas la CEDEAO. Tout donne l'impression. Voilà, ça c'est une impression. Vous savez que même quand vous conduisez, à 200 mètres, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau devant vous. C'est un mirage. Ce n'est pas la réalité. C'est quand vous vous approchez que vous vous rendez compte. Alors, l'UFC ne bloque personne, ni la CEDEAO, ni la C14, ni le parti au pouvoir. La situation est celle-ci. Oui. La C14, soyons véridiques pour une fois dans ce pays, la C14, en commençant la lutte le 19 août, ne pouvait pas s'attendre que cette lutte finirait vers des élections. Parce que toutes les revendications allaient dans le sens d'un départ immédiat du gouvernement en place. Voilà. L'arbitrage de la CEDEAO a surpris, dans ce sens que la CEDEAO laisse en état le chef de l'État. La CEDEAO, qui est composée de chefs d'État, eux aussi élus, comme le président Faure Gnassingbé, ne pouvant jamais statuer contre un président élu, on fait un choix qui est politiquement correct, qui est celui-là, mais le président, vous le laissez en place. Un retour à une C92 n'est pas juridiquement, techniquement, scientifiquement, politiquement, historiquement correct, donc vous laissez ça de côté. Ah bon? Oui, bien sûr. Je vous renvoie aux actes du colloque d'octobre 2017, organisé par le professeur Kokoroko, notamment le Centre de droit public de l'Université de Lomé. Alors, la CEDEAO vient et dit ceci, non. Vous, votre problème, c'est quoi? C'est que vous devez aller à des élections dans des conditions qui sont transparentes, acceptées de tous. C'est comme ça que votre problème sera résolu. En ce moment-là, que se passe-t-il? La C14 se rendant compte qu'on nous envoie aux élections, s'est dit, bon, maintenant, il faut que nous travaillions pour que les conditions des élections soient transparentes. Oui. Et c'est après la feuille de route. Tous les chroniqueurs de ce pays me sont témoins pour dire qu'avant le 31 juillet 2018, la C14 n'a jamais parlé de recomposition ni de refacture, de remaniement de la CENI. Non. C'est après cela que la C14 s'est dit, bon, on a parlé dans la feuille de route de CENI inclusive. J'en viens. C'est vrai, la C14 était au courant du contenu de la feuille de route tout de même. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut aller à une alternance pacifique. Et la C14 aussi s'est inscrite dans cette dynamique en acceptant quand même aller rencontrer les chefs d'État, disons les facilitateurs, etc., sachant bien sûr qu'on aboutirait peut-être à ce à quoi on est parvenu aujourd'hui. Oui, mais si je réponds à cette question, je perdrai le fil de la question précédente. Allez-y alors. Merci. Alors, c'est en ce moment qu'on a demandé que la deuxième réunion du comité de suivi et d'application a demandé une recomposition de la CENI. Oui. Maintenant, ce comité de suivi n'a pas été implicite. Il a précisé les modalités de recomposition. Et le comité de suivi, dans son communiqué, dit clairement qu'il faut 5 parlementaires, il faut 5 sièges
pour la majorité parlementaire, 5 sièges pour l'opposition parlementaire. Ok, je m'arrête ici pour ne pas parler des 6 autres. Le problème, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle majorité parlementaire? Au Togo, il n'y a pas de coalition dans la majorité parlementaire. Donc la majorité parlementaire au Togo, elle est monolithique et elle est composée d'UNIR seul. Donc UNIR, du coup, a droit à 5 sièges à la CENI. Maintenant, l'opposition parlementaire, qu'appelle-t-on opposition parlementaire au Togo? La loi de 2013 dit que l'opposition parlementaire, c'est l'ensemble de ces partis qui se sont déclarés de l'opposition en début de législature. Ça, c'est du scientifiquement correct. On ne débat pas là-dessus. Maintenant, ces partis... Scientifiquement correct? Bien sûr, parce oui, que je suis dans du juridique maintenant. Ce n'est plus du politique. Oui. Ça, c'est du juridique. Alors, donc, il y a une loi qui définit... Donc, UNIR aussi peut déclarer aujourd'hui que, étant de l'opposition aussi? Non, s'il le signale en début de législature? Mais non, c'est impossible parce que UNIR est la majorité parlementaire. Ce n'est pas possible d'être majorité parlementaire et opposition parlementaire. Non. Mais donc, l'opposition parlementaire, l'UFC fait-elle membre? La réponse est oui. L'UFC est membre de l'opposition parlementaire. À partir du moment où tout le monde dit, même Mme Améganville a dit, que à cause de cette loi, l'UFC est à considérer parti d'opposition parlementaire. À partir du moment où ce débat est clos et qu'on reconnaît à l'UFC la qualité d'opposition parlementaire, sur quel principe doit-on dire qu'elle n'a pas droit à un siège à la CENI? Ou même pas à un siège, à être représentée à la CENI. Du moment où la feuille de route, le comité de suivi partage ces 5 sièges au parti de l'opposition parlementaire. C'est une question qui va du tic au tac quand vous êtes dans une logique, même dans une logique. L'UFC a 2 partis et 2 représentants à l'Assemblée nationale. Oui. A dit à 2 représentants à l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi l'UFC seul s'arroge l'unique ou bien un siège, si je peux le dire ainsi, à la CENI depuis bientôt 10 ans? Non, il y a 4 partis d'opposition parlementaire. Il y a 5 sièges qui leur sont dévolus. Écoutez, il y a 4 partis, vous avez 5 choses à diviser en 4. Oui, si on doit parler de prorata, premièrement, c'est l'ANC qui doit ravir d'abord les 4 sièges et maintenant, le cas va suivre. C'est normalement. C'est archi faux et ça ne répond à aucune logique mathématique. Mais il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui le règlement donne intérieur. Non, ce n'est pas le règlement intérieur qui est le test juridique de base auquel on se réfère pour arbitrer cette question. Oui, mais c'est en fonction de cette disposition du règlement intérieur de l'Assemblée qu'on essaie de faire le calcul pour que le parti qui a le plus de représentants puisse obtenir... Celui qui vous a dit ça vous trompe. Non. C'est le code électoral qui donne la précision et en même temps l'imprécision sur cette question-là. Le code électoral ne précise pas. Le code électoral vient traiter le cas des représentants au Parlement? Mais le code électoral statue sur la composition de la CENI. Que dites-vous? Composition de la CENI, d'accord. Maintenant, les députés à l'Assemblée nationale, leur représentation dans les institutions. Voilà. C'est le règlement intérieur traite cette affaire. Qu'est-ce qu'on appelle règlement intérieur? Le règlement intérieur, je sais, ça c'est la procédure. Oui. C'est la procédure. Cette question-là, elle est du ressort du code électoral. Et moi, je suggère que la prochaine fois où il y aura révision du code électoral, que les précisions relatives au calcul de cette représentativité soient insérées pour qu'il n'y ait pas de débat dans le champ public. Maintenant, je reviens pour vous répondre en vous disant tout simplement que du moment où on parle d'une représentativité, tout parti d'opposition parlementaire doit donc être représenté. Et le nombre minimal de représentativité, c'est 1. Donc, on ne peut pas, si on est dans la logique, soutenir qu'un parti qui est quand même représenté au Parlement de l'opposition disparaisse à la CENI. Du moment où c'est possible que ce parti ait un siège à la CENI. Je vous ai posé la question, pourquoi l'UFC s'est arrogé le droit de garder par devant elle le siège alors qu'il y a d'autres partis dans le même Parlement au niveau de l'opposition qui ont le même nombre de députés que l'UFC estime que tous ces partis dont Adi et CAR ont le droit d'être représentés à la CENI. Nous le disons. Le président, M. Aimé Gogué, peut d'ailleurs nous demander de l'aider s'il est en difficulté avec ses frères de l'NC. Il mérite d'avoir un siège à la CENI. Que personne ne leur fasse croire qu'eux, ils auront 3 sièges
et Adi doit se disputer un siège avec l'UFC. C'est faux. Je dis ceci. L'ANC doit se contenter de 2 sièges. Faisant ainsi, elle est représentée à la CENI. Adi est représenté à la CENI. Le CAR est représenté à la CENI. L'UFC est représenté à la CENI. Tout le monde sera représenté. Maintenant, ce que les gens de l'ANC disent. Donc vous voulez être à la CENI ad vitanam? Mais nous sommes à la CENI parce que nous sommes un parti d'opposition parlementaire qui doit être représenté à la CENI. C'est de la logique. Je ne vois pas le problème. C'est-à-dire, on vous dit que la Terre tourne. C'est pour cela qu'il y a le jour, la nuit. Vous me demandez, mais pourquoi la Terre tourne toujours? Mais la Terre tourne toujours parce qu'elle doit tourner, parce que c'est ça l'ordre des choses. L'UFC l'a dit, le CAR, l'ANC, on doit être à la CENI. Et donc, ils doivent se partager les 5 postes de telle façon que chacun soit représenté. Ce qui veut dire que l'ANC en prend 2. J'ai écouté Mme Isabella Meganvi qui dit, je ne veux pas faire d'évaluation subjective, qui va jusqu'à dire que unir le parti majoritaire à l'Assemblée, unir, n'a qu'à donner un poste, un siège à l'UFC, à la CENI. Puisque vous êtes en alliance. Mais est-ce que la loi dit qu'un parti d'opposition parlementaire peut occuper un siège qui revient, les sièges qui reviennent à la majorité parlementaire? Donc, non, docteur, donc on ne peut pas dans l'opposition. Je vous ai dit que l'UFC est toujours de l'opposition. L'UFC, oui, c'est vrai, la loi, d'accord. Mais est-ce que dans la réalité, le déroulement des événements sous nos yeux, l'UFC est-elle de l'opposition, travaille, milite pour l'opposition? Bon, maintenant, je vais faire de la pédagogie pour que cette question soit close une fois pour toutes. Alors, il y a une thèse écrite par un docteur de l'université de Lomé qui se trouve aujourd'hui au Centre de droit public à Lomé. Cette thèse parle de l'opposition en Afrique. Et une première partie, ce docteur a bien défini ce qu'on appelle opposition dans tous les régimes possibles. Les gens emploient des termes dont ils ne maîtrisent pas le contenu. Qu'appelle-t-on opposition? L'opposition, ce sont ces forces-là qui représentent l'alternative au parti au pouvoir au moment où le parti au pouvoir gouverne. Oui. C'est tout. Et ces forces-là peuvent se retrouver dans tous les pouvoirs de l'État. Tous les 3 pouvoirs peuvent s'y retrouver. Je vais dire une chose ici. Très simple. Quand vous prenez, non, il faut, parce que cette question revient toujours, et puis on nous fait un procès d'intention qui est oui, visible. alors vous allez répondre tout à l'heure, mais bon, je vais quand même enchaîner avec cette question. La question, on veut vous répondre. Oui, vous allez répondre. Vous allez répondre à la question tout à l'heure. Disons, vous allez poursuivre votre élément de réponse, mais n'oubliez pas que je vous poserai aussi cet aspect de la chose. Pourquoi l'UFC n'a jamais soulevé ou soutenu l'appel de la coalition afin qu'on fasse ci et ça, même puisque vous vous réclamez toujours de l'opposition? On a dit que la CENI s'arrête et que les travaux se poursuivent normalement. L'UFC n'a dit dernier lever son petit doigt pour placer un mot. Alors vous allez répondre à toutes ces préoccupations, mais on marque la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio avec notre invité, Dr Folly Gada Ekoé, conseiller spécial du président national de l'UFC, M. Kékris Olympio. Il est politiste et historien enseignant dans les universités publiques du Togo. Alors, tout à l'heure, vous disiez que l'UFC est parti de l'opposition de plein pied, mais je vous demandais pourquoi l'Union des forces de changement n'a jamais soulevé son petit doigt pour aller à l'encontre de toutes les propositions que le gouvernement fait. Voilà, question excellente. L'UFC soulève non pas son petit doigt, mais tous ses 2 bras lorsque c'est nécessaire. Et je peux vous dire, et ce ne sont pas les dirigeants du Parti Unir qui disconviendront avec nous. Il y a des points de désaccord que nous traitons. La différence, c'est que l'UFC ne vient plus sur les médias pour dire j'ai dit tel à Unir, je ne suis pas d'accord, on fera plus ça. C'est ce que les gens veulent voir pour que eux ils disent que tel est de l'opposition. Mais ils ne sont pas là pour nourrir l'appétit du public. On ne fait pas dans le populisme. Ce qui est, j'ai souvent l'habitude de dire que ce qui est, c'est ce qui est. Si quelque chose se passe, c'est enregistré, ça existe. C'est pas parce qu'on n'en parle pas ou que d'autres personnes veulent changer que cette réalité disparaît. Elle existe, elle sera. Donc l'UFC n'est plus dans cette logique-là où il faut dire beaucoup de choses pour que les gens l'aiment. Non, l'UFC a pris un grand risque de signer un accord politique
avec le RPT. C'est un grand risque historique. Et l'UFC assume les conséquences de cet accord et nous les assumerons jusqu'au bout parce que le choix politique idéologique qui a été fait a été bien pensé. Le comité de suivi à la réunion du 23 septembre a tracé un schéma 8-8 pour que la CENI puisse travailler de manière inclusive. Mais aujourd'hui, c'est l'Union des forces de changement à travers son représentant, M. Jean-Claude Atou-Romaou, qui constitue le blocage. Est-ce que vous ne craignez pas que la CEDEAO puisse être remontée contre vous? Non. La CEDEAO comprend très bien les tests qu'il envoie ou qu'elle envoie. La CEDEAO sait très bien que l'UFC a droit à un siège à la CENI. Vous serez surpris, j'ai vu des tests qui circulent dans les réseaux sociaux, que la CEDEAO va frapper, les gens seront encore surpris. Parce qu'on a l'impression que les gens ne se rendent pas compte de la réalité. La CEDEAO viendra, elle arbitrera, et elle dira que l'UFC, elle demandera à l'UFC, est-elle un parti de l'opposition parlementaire? Les gens diront oui, finalement, et la CEDEAO dira bon, donc l'UFC a un siège. Finalement, cette question sera un peu transversale. Est-ce que vous, les partis de l'opposition, en tout cas, vous qui vous réclamez de l'opposition. Non. Vous, les partis d'opposition. Il faut le dire. Il faut le dire. Si vous réclamez de l'opposition, vous êtes de l'opposition, ça n'engage que vous maintenant. Est-ce que vous travaillez pour votre propre chapelle ou carrément vous travaillez pour l'intérêt général? Nous, à l'UFC, aujourd'hui, nous travaillons pour l'intérêt général. Si ce n'était pas ainsi, il y a des choses qu'on aurait dit. Et pourquoi vous ne sauvez pas les mains pour qu'on puisse avancer? Alors, nous avons. Si vous travaillez pour l'intérêt général. Oui. L'intérêt général, est-ce l'intérêt de la C14? Non. Ça. Voilà, vous raisonnez. La CEDEAO a tracé un schéma. Monsieur Joachim, oui, j'ai l'habitude d'être direct. Parce que je n'aime pas tous les quiproquos. Même si on est en désaccord, qu'on soit en accord sur les points de désaccord. Alors, vous avez l'impression, vous réfléchissez comme si la C14 représentait l'intérêt du peuple, l'intérêt général. Et vu que la C14 trouve l'UFC devant elle, pas la C14, alors on a coupé la poire en deux. Voilà. Parti au pouvoir, 8. Opposition, partie prenante, donc au dialogue, 8. Et maintenant, ça pose problème avec l'UFC. Non, on n'a pas dit. Pour cette raison, je pose la question, si vous optez pour l'intérêt général, pourquoi? On n'a pas dit ce que vous venez de dire. On a dit que 5 plus 3 partis de la majorité parlementaire, 5 plus 3 partis de l'opposition parlementaire. Vous avez vu la C14 dans ce communiqué? Il n'y a pas de C14. Même là où les gens disent partie prenante, si vous lisez bien le communiqué, au moment où on parle de la CENI, on parle très bien de partis concernés. Les partis, ça veut dire ça, c'est une question qui est sui generis et qui concerne un organe ordinaire, c'est-à-dire la CENI. C'est pourquoi le communiqué parle des partis concernés. On ne parle pas de parties prenantes au dialogue. Alors qu'à l'APG, contrairement à ce communiqué, l'APG a été clair, a dit ça c'est pour les parties prenantes au dialogue. Voilà. Et la dernière fois, on a également écrit parti avec PARITE, TIE. C'est ce qui a été écrit également dans le communiqué, le relevé de conclusion. Oui. Partie prenante, partie sans l'UFC est-elle partie prenante au dialogue? L'UFC n'est pas un parti n'est pas partie prenante au dialogue, mais l'UFC est partie concernée par la question de la CENI. Et si vous luttez pour l'intérêt général, pourquoi ne pas sacrifier parfois son intérêt pour le bien de tous? Est-ce qu'on va aux élections pour sauver le pays de la crise et qu'on aille à une alternance pacifique? Vous l'avez dit. Mais alors, si vous êtes arrivé à un point où le sacrifice, vous le demandez juste à une seule entité, ça veut dire que vous avez quelque chose derrière la tête. Ah bon? Oui, nous ne sommes pas le seul parti de l'opposition parlementaire. On a demandé à UNIL des sacrifices aussi de vous céder une partie. Mais non, ça c'est une aberration qui viole même le test, l'esprit et la lettre du test. Quel est le schéma de sortie de crise? Docteur Folly, quel schéma de sortie de crise pour rapidement éponger le problème au niveau de la CENI? Alors, pour le problème de la CENI est très simple. Pour sortir de crise, il faut revenir à une concertation dans le cadre des partis d'opposition parlementaire. Discuter avec l'UFC. Voilà. Je ne parle pas de la C14, parce que... les partis parlementaires... Moi, je parle des choses sérieuses. Oui. Je parle des choses sérieuses. Et dans la C14, les partis qui sont sérieux et qui sont impliqués dans cette histoire, c'est ces partis-là qui sont au Parlement. Je parle de ces partis, qu'ils viennent et qu'on discute sur les quotas
de représentativité à la CENI. Tant que ces gens ne voudront pas venir discuter avec nous, parce qu'ils sont dans le nihilisme, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un passer, mais Amenya Mewatan. Et donc, quand vous prenez les gens comme ça, vous n'avez pas le courage de parler avec eux, puisque pour vous, ces gens n'existent pas, alors que nous existons. Ils sont coincés. Ils sont obligés de venir parler avec nous. Nous l'avons dit dans notre lettre que nous avons envoyée, nous leur avons dit, mais la solution royale, c'est de venir discuter avec l'UFC. Et oui, on s'entend sur les quotas de représentativité. Vous êtes en train de proposer le schéma de sortie. Oui, mais est-ce que cela ne risque pas de verser dans l'arrogance, dans la mesure où vous demandez à eux forcément de venir? Pourquoi vous ne prenez pas votre bâton de pèlerin et aller vers eux? Mais je viens de vous dire, monsieur Joachim, oui, j'ai l'impression que vous m'amenez à la répétition, à l'itération. Je viens de vous dire que l'UFC a posé le premier pas en envoyant une lettre à Mme Ameganvi pour demander une concertation. Il semble que dans cette lettre, vous avez menacé de les assigner en justice. Justement, je viens de lire ça tout de suite. Regardez le journal là ici. Alors, on va vous fournir une copie de cette lettre-là. Oui. Et vous allez, monsieur Joachim, vous allez me dire à quelle ligne, à quel paragraphe, quelle ligne de cette lettre l'UFC a dit qu'elle va traduire en justice la C14. Non, je vais vous dire ce que nous avons écrit. Maintenant, les partis parlementaires discutent avec l'UFC aujourd'hui, est-ce que l'UFC est prête à pouvoir quitter la CENI pour qu'on évolue ou bien comment? Vous êtes malin, je le suis, puisque je vais vous dire ce que nous avons écrit dans cette lettre. Nous avons dit, vous devez venir, nous devons avoir une concertation. Premier point. Deuxième point, si vous refusez la concertation, l'UFC sera obligé de recourir aux juridictions compétentes que sont la présidence de l'Assemblée nationale, et ça, c'est pas la justice, les facilitateurs, c'est pas la justice, et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est un organe, tout le monde sait dans ce pays que la saisine de la CC est problématique pour les organisations citoyennes et politiques. Voilà. Et donc, à la fin, vous allez me montrer où est-ce que nous avons dit, parce que ça circule trop. Je vois des journaux en ligne qui écrivent, des journaux en ligne. Des dédommagements que vous réclamez. Dédommagement. Oui. Si l'UFC doit être out de la CENI, on doit vous dédommager. Qu'en est-il? Qui a dit ça? D'accord. Maintenant, et les 50 millions qu'on vous remet chaque trimestre, que répondez-vous? Alors, ceux qui ont dit que le parti au pouvoir remet 50 millions à l'UFC peuvent directement venir nous montrer les preuves. Et l'UFC a son secrétariat général. Voilà. Alors, donc, je dis ceci en substance, que ce n'est la charge de la preuve n'incombe pas à l'UFC. Je répète, la charge de la preuve n'incombe pas à l'UFC. On ne sommes pas aux États-Unis. La charge de la preuve incombe aux accusateurs, parce que nous sommes dans le système de la présomption d'innocence. Merci. Nous allons prendre M. Nukunu qui a une question. M. Nukunu, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, la question directement. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Nukunu. Tout à l'heure, le docteur Kouy disait qu'il y a des partis qui font pieds et mains pour accéder au pouvoir et d'autres qui font également pieds et mains pour y rester. Dans les contraintes de la loi. Pardon? Dans les contraintes de la loi, les limites fixées par la loi, pas dans l'anarchie. Contraintes de la loi, tout ça là, il faut laisser ça. Ce que nous voyons des Occidentaux, de qui nous copions tout, c'est que les acteurs politiques font la cour au peuple, aux populations. Voilà, la question, elle est laquelle? Monsieur Nukunu, la question, elle est laquelle? Oui, je viens à ma question. Oui, posez-la s'il vous plaît, le temps. Alors donc, moi ce que je veux dire, c'est que il faut faire la cour au peuple à travers les idées, les programmes, et faire de telle sorte que les élections soient transparentes. Parce que c'est ce que nous voyons toujours de ceux de qui nous copions, que les élections soient transparentes. Alors maintenant, je vais demander aux représentants de l'UFC à la CENI, de 10 ans que l'UFC est à la CENI. Alors maintenant, quels sont les gages de transparence d'élection depuis que l'UFC à la CENI nous garantit, quand nous voyons les conditions dans lesquelles les élections sont proclamées en 2010, on n'a jamais entendu l'UFC se prononcer sur ce qui s'est passé pour que les élections soient proclamées dans ces circonstances. D'accord. Les gages de transparence de l'élection, monsieur Nukunu, vous avez été bien compris. Kanidek, bonjour. Bonjour, Yachir. Oui, nous vous écoutons, Kanidek. Bonjour, docteur. Bonjour. Bon, et s'il vous plaît, docteur, je pense que tout égard à votre lettre que vous avez adressée à l'ANC,
Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction de Maître Isabelle Amangawi. Et je pense que la voie la plus simple pour arriver à vos fins, je pense que c'est la voie judiciaire. Bon, et qu'attendez-vous pour opter pour cette voie-là, au lieu de venir chaque fois véhémenter sur toutes les chaînes et puis exhiber votre omniscience? Bien noté, Kanidek, oui. Pourquoi ne pas opter pour la voie judiciaire de facto que de faire peut-être des contournements? D'abord, l'omniscience n'est pas un attribut des humains. C'est à Dieu seul. C'est à Dieu seul. Alors, nous, la voie judiciaire, elle est le dernier recours. C'est le dernier recours. Je dis bien le dernier recours. Voilà. Donc, c'est pas le premier recours, c'est la concertation. Le second recours, c'est la facilitation. Parce qu'il s'agit de l'exécution d'une feuille de route, d'un communiqué du comité de suivi. Donc, on ne peut pas aller directement à la justice. Voilà. Si la facilitation et la concertation ne règlent pas le problème, alors ça pourra devenir une question d'ordre judiciaire. Tel que le recensement se déroule maintenant, ça satisfait l'UFC? L'UFC a demandé à ses militants d'aller se faire recenser. Oui, maintenant, ma question, tel que le recensement se déroule maintenant et on parle de CENI unilatéral, ça satisfait l'UFC? L'UFC aurait voulu qu'on donne plus de temps pour l'enrôlement des citoyens. C'est cela que nous avons... Vous l'avez soulevé? Nous l'avons dit à qui de droit? C'est cela. C'est ça, ce que je vous ai dit depuis le début. Donc finalement, l'UFC fait les choses en cachette ou comment? L'UFC... Comment est-ce que vos militants vont le savoir? Nos militants sont en communication avec nous, vous les appelez nos militants. Nos militants savent ce que nous leur avons dit. Nous avons fait des tours... Est-ce que vous savez si moi je suis de l'UFC ou pas? Donc, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si vous êtes de l'UFC ou pas. Alors, si vous êtes de l'UFC, vous venez aussi un peu à l'information quand même, Joachim. Mais ce que je veux dire, c'est que l'UFC a donné un mot d'ordre à tous ses militants de Lomé jusqu'à Saint-Cassé d'aller se faire recenser. Parce que le recensement est suivi par les experts de la CEDEAO, pour ceux qui oublient. Et les experts de la CEDEAO n'ont pas encore désavoué politiquement complètement le processus en cours. Donc tel que les élections se préparent maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de gages de transparence? Jusqu'aujourd'hui, nous sommes seulement dans le processus de recensement. Nous prions et nous souhaiterions qu'on puisse faire une dérogation temporelle pour que ceux qui n'ont pas pu, ils étaient nombreux dans la zone, dans la première zone, à ne pas ceux qui n'ont pas pu puissent se faire recenser, y compris d'ailleurs les dirigeants de la C14 qui ne se sont pas allés. Alors, autre chose, maintenant nous disons, dans la deuxième zone, que les gens aillent se faire recenser. Maintenant, si à l'issue, les conditions de transparence ne seront pas réunies, l'UFC pourra se réserver le droit de donner un mot d'ordre d'abstention. Pourra, j'ai dit pourra. Mais au moins on donne la possibilité... Pourquoi ne pas bien s'asseoir et bien préparer les choses que d'aller dans la précipitation? Ce n'est pas l'UFC qui pilote le processus. C'est la CEDEAO avec la partie prenante dans la préparation. Bien sûr, l'UFC soumet ses suggestions, mais l'UFC n'a pas les leviers exécutifs. Il faut comprendre. Votre accord, nous sommes à la fin, docteur Foley, le temps est déjà parti. Vous êtes en accord depuis 2010. Et ce qui avait mis cet accord, ou bien motivé cet accord, ce sont les réformes. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait de la manière dont les réformes sont faites? Non, l'UFC n'est pas satisfaite du fait que les réformes n'aient pas été faites. Et le discours du président, oui, le discours du président national, le 28 novembre 2017, ce discours a déploré le fait que les réformes soient toujours à faire. Donc, je crois que le président a déjà tout dit. Je ne vais pas répéter, je ne vais pas être plus walide que le roi. Y a-t-il espoir que ces réformes seront faites avant le 20 décembre? Ces réformes seront faites. Je ne peux dire si elles seront faites avant le 20 décembre, mais je sais que les réformes seront faites parce que justement, elles sont exigées aujourd'hui, non plus par l'opposition togolaise, ni par nous, mais par la CEDEAO. Docteur Foley Gada Ekwe, merci d'être venu chez nous ce matin. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Merci Haïté, merci pour l'accompagnement technique et bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.